Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de midi en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes le lundi 6 décembre 2021. Nous avons plusieurs annonces pour vous aujourd'hui et pour commencer, je voudrais appeler Vivienne à me joindre sur le podium. Vivienne. Good afternoon. The Commission has adopted the decision to allocate funding from the Brexit Adjustment Reserve to Ireland for a total of €920 million, covering this year until 2024. Ireland is the biggest beneficiary of the Brexit Adjustment Reserve and the first member state to receive this pre-financing. This funding will help to mitigate the impact of Brexit on the Irish economy through support to regions and economic sectors. It includes support for job creation and protection, such as short-term work schemes, reskilling and training. The Commission decisions for all other member states will follow shortly. And as usual, you will find more information in our daily news and the press release published today. Thank you. Thank you very much, Vivienne. And now I call Sonia to take the floor. She has news on opportunities for young entrepreneurs in Europe. Sonia. Good afternoon. Today, the Commission celebrates the Erasmus for Young Entrepreneurs program as it reached 10,000 participants. Since 2009, the program enables new entrepreneurs to gain business experience in host company abroad and allows host entrepreneurs to benefit new ideas and insights from hosting a young colleague. This milestone is a testimony of the success of the program and a proof that Europe has a wealth of talented entrepreneurs ready to build Europe's next business success story. The program, funded by the Commission, is part of our SME strategy, which supports SMEs and helps them gain access to international markets. The Erasmus for Young Entrepreneurs program allows also for exchanges with entrepreneurs in the United States, Canada, Israel, Singapore and South Korea, among others. For more information, please consult our daily news. Thank you. Merci Sonia. Puis, en ce qui concerne les réunions d'aujourd'hui, une réunion du Conseil emploi et affaires sociales est en cours. Le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis et les commissaires Nicolas Schmit et Elena Dalli y représentent la Commission. Les ministres discutent d'une approche générale sur les propositions de la Commission en ce qui concerne les salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne et sur des mesures visant à garantir l'égalité de rémunération pour un même travail. Les ministres discutent également du paquet d'automne du semestre européen, de la révision des règles de coordination en matière de sécurité sociale, de l'égalité hommes-femmes dans le marché du travail et d'ALMA, l'initiative de la Commission visant à aider les jeunes à trouver des opportunités dans le marché du travail. Le commissaire Schmit participera à la conférence de presse prévue vers 13h et la commissaire Dalli participera à celle qui est prévue vers 18h. Puis, le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis et le commissaire Paolo Gentiloni représenteront la Commission européenne lors de la réunion de l'Eurogroupe qui a lieu plus tard aujourd'hui. Les ministres auront l'occasion d'avoir un premier échange de vues sur les recommandations sur la politique économique pour la zone euro et les avis sur les projets de plan budgétaire suite à l'adoption du paquet d'automne du semestre européen. La Commission présentera aussi les conclusions des rapports de surveillance post-programme concernant Chypre, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne, ainsi que le 12e rapport de surveillance renforcée concernant la Grèce. Le commissaire Gentiloni participera à la conférence de presse qui suivra la réunion vers 19h. Et je vous prie, comme d'habitude, de réserver vos questions sur tous ces sujets pour les commissaires lors de leurs conférences de presse respectives. Voilà qui clôt nos annonces. Nous pouvons maintenant passer à vos questions. Et je passe la parole à Odile. Oui, bonjour. Je n'étais pas là vendredi. Si vous avez déjà traité la question, je vous prie de m'en excuser.
Selon un récent sondage Ipsos, une majorité de citoyens considèrent que les pays membres de l'Union européenne ne devraient pas vendre des armes aux pays impliqués dans des conflits armés ou à ceux qui ont qui ne respectent pas suffisamment les droits de l'homme. Par ailleurs, je sais qu'au Parlement européen, il y a un projet de règlement pour un meilleur contrôle au niveau de l'Union européenne, justement sur les exportations d'armement. Est-ce que vous avez peut-être une réaction à ce sujet? Merci. Merci Odile. Nous ne commentons généralement pas les résultats de sondage, mais peut-être que l'on peut te donner quelques éléments sur notre politique en ce qui concerne les exportations d'armement. Nabila. Merci Odile. En fait, sur ta question, tout simplement, en ce qui concerne l'exportation des armes, comme tu le sais, c'est la prérogative des États membres. Donc, les États membres ont la liberté d'exporter les armes qu'ils souhaitent exporter. En ce qui nous concerne, par rapport à ce que j'ai pas compris ta deuxième question. Et bien sûr, pour le sondage Ipsos, ça, je n'ai pas j'ai pas de commentaires à faire. Mais si tu veux bien répéter ta deuxième question, je suis désolée. Oui, Nabila. J'ai vu passer un projet de règlement de la part du groupe des Verts allemands concernant justement une demande de contrôle des exportations d'armes au niveau européen et non pas simplement au niveau des États membres. Mais pour le moment, apparemment, c'est un projet. Et il y a aussi, je crois, une campagne par plusieurs députés, dont Madame Newman, pardon. Et donc, je voulais savoir si vous étiez au courant et ce qu'il en était de votre réaction. Bon. En ce qui me concerne, je ne suis pas au courant de ce que tu viens de dire. Seulement, ce que je veux répéter, c'est que l'exportation hors UE d'armement est une compétence des États membres, comme je viens de le dire, conformément à l'article 346 du TFUE. Celle-ci est soumise à une position commune et qui est contraignante pour les États membres et mise en œuvre sous leur responsabilité. Donc, comme je te l'ai dit, la Commission n'a pas de compétence pour réglementer les exportations ou adopter des embargos de l'UE sur les armes. Un embargo de l'UE sur les armes exige une décision du Conseil prise à l'unanimité. Merci Nabila. Y a-t-il d'autres questions sur les affaires extérieures pour Nabila aujourd'hui? Pascal. Oui, bonjour. Une question qui porte sur le calendrier. Enfin, tu vas me dire si c'est dans le calendrier cette semaine. C'est la taxonomie. On a donc bien compris que le premier acte délégué ne verrait pas le jour. On attend le deuxième acte délégué de la part de la Commission européenne. Aujourd'hui, on entend un certain nombre d'États membres qui ne sont pas satisfaits de la situation actuelle, qui voudraient accélérer un peu le mouvement et qui demandent à la Commission européenne donc de tenir ses engagements. Donc, première question, puis j'aurai peut-être une relance. Où en êtes-vous ? Pascal, comme je l'ai dit, nous sommes sur le sujet affaires extérieures. Or, jusqu'à preuve du contraire, la taxonomie, c'est quelque chose qui concerne plutôt les investissements en Europe et leur facilitation. Donc, si tu permets, nous reviendrons sur cette question ultérieurement. Merci de ta compréhension.
David, une question sur les relations extérieures. Oui, merci Eric. Je voulais savoir si vous avez un update par rapport à la question Lituanie-Chine et le fait que la Lituanie n'est plus dans le système des douanes chinoises. Alors, encore une fois, ça c'est une question plutôt commerce, donc Myriam répondra dans une seconde. Question tout à fait pertinente, bien entendu, comme celle de Pascal par ailleurs, mais simplement, y a-t-il des questions sur les affaires extérieures pour Nabila ou Peter aujourd'hui? Ça ne semble pas être le cas, donc nous allons d'abord revenir à la question Chine et Lituanie, et je passe la parole à Myriam avant de revenir à la question de Pascal. Myriam. Merci. Alors, les autorités lituaniennes nous ont informés des cas individuels des entreprises qui n'ont pas pu faire le clearance dans les autorités douanières quand ils essayent d'exporter vers la Chine. On est en train de vérifier maintenant si c'est un cas systématique ou c'est des cas individuels. Si les mesures seraient confirmées, on devrait aussi voir et évaluer la compatibilité des obligations de la Chine par rapport à l'OMC. En parallèle, on est aussi en train de voir avec les autorités chinoises pour avoir des clarifications. De toute façon, il faut aussi tenir compte que l'Union européenne ne pense pas que l'ouverture d'une représentation de Taïwan, un bureau de Taïwan, qui n'est pas le même qu'une ambassade ou un consulat, c'est une mise en cause de la politique de One China Policy. Merci. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur ce sujet. Y a-t-il d'autres questions sur le dossier commerce pour Myriam? Ça n'est pas le cas. Merci Myriam. Donc nous revenons, Pascal, à ta question sur la taxonomie et je passe la parole à Dan. Oui, merci Eric. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. Bonjour Pascal, merci pour ta question qui est liée au calendrier et à l'acte délégué de la taxonomie. Aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles pour toi, donc je vais répéter exactement ce que j'ai dit plusieurs fois lors de midi et ce que la commissaire Mairead McGuinness ainsi que la présidente ont dit. Donc nous allons bientôt proposer une nouvelle acte délégué dans ce domaine. Le calendrier, c'est avant la fin de l'année, mais aujourd'hui je ne peux pas confirmer exactement la date spécifique, mais une fois qu'on a des nouvelles, je vais revenir vers toi. Comme toujours. Pascal, tu as une question de suivi. Oui, pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. Simplement sur ce deuxième acte délégué, est-ce que vous pouvez au moins nous dire si vous avez modifié certains critères concernant la taxonomie pour être en phase avec les recommandations des scientifiques? Vous savez comme moi que beaucoup d'ONG, mais aussi beaucoup d'investisseurs craignent que finalement les nouveaux critères proposés nuisent finalement à la crédibilité même de la taxonomie. Merci. Merci Pascal. Dan. Merci Pascal. Effectivement, tout notre travail dans le domaine de la taxonomie est basé sur les avis scientifiques, surtout par exemple quand j'ai parlé avant sur la nucléaire. Donc voilà, c'est évident que notre travail est basé, inspiré par les experts scientifiques. Mais sur l'acte délégué elle-même, je ne peux pas aujourd'hui confirmer la substance ou le contenu de ce texte juridique. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Dan sur ce sujet ou d'autres sujets liés aux instruments financiers? Ça n'est pas le cas et donc je passe la parole à Aïda. Hello, I have a question regarding the recovery plans. I want to know which are the member states that have not yet submitted their recovery plans and if you have any news about when their plans will arrive.
And regarding the plans that have already been presented, how is the analysis of the Commission going, and especially for the plans from Poland and Hungary? Thank you. Thank you very much. Dan. Thank you, Ida, for your question. I might need to get back to you on some elements, but what I can say for the moment is that the Commission has not yet received a final recovery and resilience plan from the Netherlands, and we continue to assess plans submitted by 4 member states, Hungary, Poland, Sweden and Bulgaria. As usual, we continue our assessment for these member states on the criteria laid out in the RRF regulation. You also asked about Poland and Hungary, and I have no specific update for you on that front today. Thank you, Dan. Right. Are there other questions for us today? I think Elisa had raised her hand. Elisa. Go ahead. Yes, hello. Do you hear me? Yes. Thank you, Eric, but it's not for Dan, it's for Anna. I don't know if I can ask my question right now. You can go ahead. It's okay. Okay. I would like to ask a question on the economic and investment plan for the Western Balkan countries. Commissioner Várhelyi stated that this plan includes transport connectivity, aiming to connect all capitals of Western Balkan countries between them with rail and road, and also with the European Union. I would like to know if the Commission will be able to present the funding of these flagships included in the investment economic plan this year, as it was foreseen initially. Thank you. Thank you. Anna. Hi, many thanks, Elisa, for the question. I'll probably recall to you, the statements that Commissioner Várhelyi made during the presentation of the Global Gateway package last week, where he, of course, explained that the economic and investment plan for the Western Balkans that could mobilize up to 30 billion euros in grants and loans over the next 7 years will contribute to delivering the Global Gateway strategy in the region, which is, as you all know, priority for the European Union. Global Gateway, in this sense, builds on the economic and investment plan for the Western Balkans, which, of course, inter alia, as you've said, mentioned, identifies key flagship infrastructure projects that have been proposed by our partner countries in the region and that could have a key transformational impact and will also help them bring closer to the European Union by, of course, creating links within the region and also with the European Union. So, indeed, as you've mentioned yourself now, Commission recalled that the plan includes transport connectivity in rail and road, aiming to connect, of course, all the capitals in the region with each other, again, and within the EU. Now, we have already received a significant pipeline of project proposals in line with the priorities set in the economic and investment plan for the Western Balkans, the transport projects in the pipeline address all relevant corridors in the Western Balkan regions, referring to specifically now corridors 5 in Bosnia, corridors 10 and 10C in Serbia, corridor 8 in North Macedonia, and the second route 2 in Albania and Montenegro, and route 7 in Kosovo. Now, we will approve the first investment projects co-funded by the EU with IPA 3 funding in early 2022. It's a bit too soon to go into the details, but we are actually working full speed, of course, to advance in the implementation of the economic and investment plan. And as regards to maybe the last point that you mentioned, whether we were expecting, by the end of the year, important to clarify that by the end of the year, what we would need are first the financing decisions that will then allow us to approve the first projects in early 2022. Thank you. Thank you, Anna. You have a follow-up, Elisa.
Yes, I have a follow-up. Anna, could you explain the difference between, road and rail projects that are to be advanced or completed by 24 and the other projects that are alternative, could be completed? Why is that? Does it mean that the other projects regarding the environment, waste management, or, energy are a task for the next commission, not this commission? Thank you. No, absolutely not. I don't think that we should be focusing on the bigger infrastructure projects, which we just mentioned, but they tend to, of course, have a bigger media attention or interest, if you like. But, of course, absolutely not. We will be working on all the strands and areas covered in the Economic Investment Plan. When it comes to the environment, you know that the leaders in the Western Balkans actually agreed in the last summit a green agenda for the Western Balkans. And, of course, through the Economic and Investment Plan, we will be, of course, working with our partners in the region to make sure that it also becomes a reality. So no, I would not make the distinctions that some of the projects will go, or one of the sectors will go more or not in that direction. We will be working full speed to implement all the projects identified in the plan. Thank you, Anna. Are there other questions for Anna on this file or her portfolio today? Ekrem. Ekrem, you have the floor. Hello, can you hear me now? Yes, go ahead. I'm sorry. It's still about the infrastructure projects, but on gas infrastructure. Anna, can you please help me on trying to identify the updated PCI list that the Commission has sent to the Parliament at the moment? Does it include the pipeline project that we talked so much about 3 or 4 years ago on gas from Albania to Croatia in parallel with the coast? And the second, does eventually the new updated list include the project we are talking now here in Kosovo of the gas infrastructure between Macedonia and Kosovo? I'm not asking about the whole PCI list, but about these two things. Yeah, thanks. That's actually rather a question for Tim, I believe. Tim, are you in a position to answer, or we'll come back to you, Ekrem, on this. I'm sorry, we cannot provide you with a specific answer from the podium just now, but we'll come back to you on that. I see no further questions for Anna, so thank you very much. And I go to Raf, who had a question on another issue. Yes, hi. Good afternoon, everyone. I have a health question. Last week, President von der Leyen was speaking that it would be good that a mandatory vaccination would be discussed by the member states. We have the EU health ministers meeting tomorrow, and I was wondering to what extent the Commission will seek to bring that issue onto the table, and if not, what will happen with it? Will it just then be just words in a press conference, or will something more happen with this? Thank you. Raf, speaking under the control of Stéphane, let me remind you that the President was very clear when she made her statement here in the press room 2 weeks ago. She very, very clearly said that this is a member state prerogative, and that the Commission did not have a recommendation, therefore, to make to member states. And then she went on to give her opinion on the situation in Europe when it comes to vaccination, reminding us all that we still have around 150 million Europeans who are not vaccinated, a large majority of whom could be vaccinated, and that in this context, it seemed to her to be a good thing that such a debate was taking place. But again, from an institutional point of view, this is something which is clearly in the competence of member states. Therefore, we are not going to be coming forward with any type of proposal in this regard. Right. Are there other questions for us today? Yes, please.
You need to wait until it's red, but you're so far in the back. I mean, I have the impression it's like at school where the students are sitting at the back of the class. You should come closer. Yeah, I was late. Sorry. It's probably a question for Miriam. This is Finbar Birmingham from the South China Morning Post. Following up on the Lithuania question from earlier, I wanted to ask, because my conversations this morning certainly lead me to believe that it's a blanket ban rather than a sort of individual isolated cases. What does the EU have any right to recourse in this situation where China is blocking exports from Lithuania, aside from perhaps exploring a WTO case? We've got the anti-coercion instrument perhaps being unveiled on Wednesday, but is there anything more immediate that can be done, I suppose, to support these the exporters? For example, the United States has opened a $600 million export credit guarantee scheme with Vilnius, and I'm just wondering whether anything like that is in the Commission's thinking. What sort of tools are at your disposal? Thank you. Thank you, Finbar. Look, we have already answered the questions related to this issue, and we have nothing to add. We have nothing to add to that. You may be seeking and obtaining information on your side, but you will, I'm sure, understand that the Commission is seeking official information from Lithuania on this and is seeking clarifications from China. And we have nothing to add to what Miriam has just said in this regard or to the avenues that we are exploring. Justina, but let me be very clear. We have answered the questions on this. We have said what we can say today in this respect. So we will not be adding any comments at this stage. Okay, are there other issues for us today? Justina. You need to press speak, Justina. Do you hear me? Excuse me? Now we hear you. Now we hear you. Okay, cool. So I believe you are getting tired of the question about the financing walls, but Polish media today writes that Poland and Baltic states will be able to allocate European Union funds from the budget of the next year to the construction of a fence on the border, as there are no provisions in the Union budget that would make it impossible to finance the wall. However, the sum will be quite small. It's 25 million euros, but could you confirm that there are no restrictions to use those money for building the wall, and information in Polish media is accurate and correct? Thank you very much. Thank you. Question for Adalbert. Thank you very much, Justina, and I'm always happy to clarify our positions again if that is required. It is a long-standing position of the Commission that barbed wire and walls are not funded by EU budget. Now, member states are those that have the responsibility to carry out border controls, and it is also up to them to determine how to do that. And as we have said on previous occasions, EU law as such does not exclude the use of fences for border control purposes. This is not something that is being challenged. It in fact has been done by a number of member states, but financed on a national level. And when it comes to the Commission, we have always encouraged member states to use both efficient and proportionate measures for border control based on risk analysis, operational cooperation, and information exchange, fully in line with fundamental rights. Now, in this respect, the use of EU funds is to reinforce member states' border control capabilities in a variety of ways by co-financing infrastructure, surveillance systems, operational support required at the EU external borders. We have published a document to explain how exactly this is done. However, when it comes to the financing of walls and fences, the position of the European Commission remains as it has been, and that these are not going to be financed by EU budget. Thank you. Are there other questions for Adalbert on Home Affairs issues? Home Affairs, yes.
No, you need to take the microphone, please. Okay, Khalid Hamid Farouqi from Geo Television News. I would repeat my question, which I put to Commissioner as well with you. When will we be allowed to go to Polish border? This is democracy, and it is long enough for Poland to stop journalists going to border and see for themselves what is happening there. You have been in conversation with the Prime Minister of Poland, that's what Commissioner told me, but until now we are not certain whether we can go there or not. Thank you. Thank you. Let me just clarify that the Commissioner Johansson has been in contact with the Interior Minister rather than with the Prime Minister of Poland. And from our understanding, there have been measures taken by the Polish government in order to enable some presence of the media at the border. However, we continue to emphasize the importance of transparency in that context. This is extremely important, and the access to the media is also something that would help prevent any misleading reports that can also happen in that kind of context. Thank you. Are there other questions on home affairs for Adelbert? Yes, Khaled. Can you give date this is, we are in Europe and European Union, and we advocate freedom of expression and freedom of press. It's really quite frustrating. My television asked me to make a report, and I cannot go. I have been written many times from 25 kilometers from the border, and police is quite aggressive, and this is something must be done. I don't understand that why the journalists are not making noise. If it was on Afghanistan borders and Pakistan would not let us to go into Afghanistan, then there would have been enormous noise, and you have to give some sort of date that at least before Christmas we can go there and see and make our report. Thank you. Albert. I'm afraid only the Polish government can give you such a date or specific ideas about their intentions as regards the access to the media to the border. From the Commission side, as I said, we continue to emphasize to the Polish government the importance of transparency in this context. Other questions for Adalbert on home affairs? Thomas. Yes, it's very political. The Pope has spent his entire trip to Greece and Cyprus criticizing politicians for borders, calling for migrants' rights. It's difficult to resume in one question how much he spoke about migrants, especially yesterday in Lesbos, but also in Cyprus. I wonder if you think he was also talking to you. Thank you. Thank you very much. I believe that the Pope speaks to everyone always when he is making such comments. You know the position of the European Union on migration and asylum very well. We believe that it is indeed an issue that requires a balanced and effective policy, and we have made proposals in this respect, and would wish that the co-legislators progress in the adoption of our proposals, because we believe that this would help the European Union deal in both a humane and effective manner with the migration and asylum topics that we all face. David. Oui, merci Eric. Je vais essayer, avec une phrase du pape qui a parlé clairement de naufrage de civilisation. Est-ce que vous vous sentez touché par cette expression, le naufrage de la civilisation? Je vous le demande aussi après ce qui s'est passé la semaine passée avec votre proposition, une de vos propositions de mettre de côté les droits d'asile prévus pour le droit européen en Pologne,
Lituanie et Estonie pour quelque chose qui en effet n'est pas une crise de migrants, vous l'avez dit vous-même, mais bon, vous avez décidé de mettre de côté les droits, même si ça va coûter des vies et des droits de la démocratie. Merci. Merci pour ta question, David. D'une part, il s'agissait d'une proposition qui visait 3 pays, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, non pas l'Estonie. Secondo, comme le vice-président Skinas et la commissaire Johansson ont pu l'exprimer eux-mêmes ici sur le podium, il ne s'agit absolument pas de remettre en cause quelques droits que ce soit pour les personnes concernées, mais d'aider les autorités des 3 États membres concernés qui font face à une attaque hybride, de traiter les demandes qui leur parviennent, les demandes d'asile qui leur parviennent, d'une manière efficace, tout en respectant les droits des migrants. Quant aux commentaires du pape, je pense que personne ne peut se réjouir de la situation, d'une situation dans laquelle des personnes qui essayent de rejoindre l'Union européenne se retrouvent en danger. Et l'Union européenne elle-même, la Commission européenne en particulier, souligne à quel point il n'est pas acceptable que des autorités puissent instrumentaliser les migrants au péril de leur vie pour des objectifs politiques. Évidemment, c'est une situation qui est particulièrement complexe à résoudre, et c'est bien pour cela que, d'une part, nous avons proposé un cadre législatif qui, nous en sommes convaincus, permettrait justement de faire face aux questions migratoires tout en respectant les valeurs qui sont les nôtres. Et d'autre part, nous sommes là en appui pour les États membres qui font face à des attaques hybrides, sans oublier le soutien aux migrants qui sont dans une situation difficile. Et c'est tout le travail que nous faisons avec les organisations humanitaires et les agences des Nations Unies. David, tu as une question de suivi. Oui, c'est pas moi qui dis que le droit d'asile en partie vient suspendu dans ces 3 pays. Merci pour m'avoir corrigé par rapport à la Lettonie. C'est pas moi qui le dis, c'est les ONG avec lesquelles vous travaillez. C'est eux qui disent très clairement dans leur évaluation que les droits sont suspendus, que les conditions des demandeurs d'asile ou des migrants qui arrivent à traverser la frontière vont devenir beaucoup plus difficiles, qu'il y aura des pushbacks, donc de refoulements qui sont illégaux. Il y en a déjà d'ailleurs. On n'a jamais entendu une condamnation claire de la part de la Commission sur ça, mais bon, ça va, on est habitué. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est des textes, des déclarations. Le Parlement européen, le groupe des social-démocrates, le groupe de Renew, le groupe des Verts, et je peux continuer. Donc voilà, est-ce que le fait aujourd'hui de suspendre, quand il n'y a pas une crise migratoire, des droits pour des gens, ça équivaut ou pas à un naufrage de civilisation? Merci. Merci David, mais comme tu le sais, ça n'est pas parce que quelqu'un d'autre écrit quelque chose qui ne correspond pas à notre position sur un sujet que cela nous emmène à changer notre position. Nous avons clairement expliqué quel était le cadre dans lequel s'inscrivaient nos propositions sur ce sujet. Et laisse-moi te rappeler par ailleurs qu'il s'agit d'une proposition qui vise uniquement les mesures que peuvent prendre les autorités nationales par rapport aux migrants qui sont déjà sur leur territoire et dans la zone de la frontière. Donc voilà, nous en restons à ce que nous avons dit jusque-là et je n'ai rien à rajouter à la réponse que je t'ai donnée précédemment. Y a-t-il d'autres questions sur les affaires intérieures
pour Adalbert ou moi aujourd'hui? Ça n'est pas le cas. D'autres sujets? Non. Alors je vous dis bon appétit et à demain. Merci beaucoup.